Donc, mon nom est Olivier Ledour, je suis senior expert à la DG Recherche. Je connais bien le board de certification pour le processus de certification pour avoir siégé pendant un bon nombre d'années au board de certification, donc le comité interinstitutionnel qui gère les examens de la certification. Et maintenant, je suis depuis 2011 au comité paritaire de certification, celui qui, celui qui euh, étudie les appels que vous pouvez lancer suite à une non-présélection et celui aussi à partir desquels est constitué le panel de sélection finale. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'informations, de conseils, de do's and don'ts. Je vais parler en français, mais vous pourrez m'interroger en anglais si vous le souhaitez, il y a aucun problème. Euh, je commence par quelques avertissements. Attention avant d'y aller, attention avant d'aller à la certification, faites bien vos calculs, surtout si vous êtes âgé, surtout si vous n'êtes pas trop loin de la retraite, hein. Euh, Sachez que même une fois, on ne réussit pas nécessairement du premier coup à être sélectionné. Quand on est sélectionné, on réussit aussi, pas toujours, moins de la moitié réussissent du premier coup tous les examens, même si en fin de compte, en règle générale, la plupart arrivent à réussir tous les examens. Et une fois que vous avez réussi la certification, il se passe encore parfois un an ou deux, le temps que vous ayez votre promotion, parce que sinon vous perdez votre ancienneté. Donc pour certains, il se peut qu'il faille attendre aussi un ou deux ans avant que vous deveniez AD. Et à ce moment-là, faites vos calculs parce que vous commencerez avec une ancienneté à zéro. Et même si le temps que vous attendez dans le grade est plus court que dans l'équivalent en AST, dans l'affaire, vous n'aurez pas forcément, au moment où vous partez à la retraite, vous n'aurez pas forcément fait une bonne affaire. Donc, si vous n'êtes pas trop loin de la retraite, faites votre calcul, demandez-vous si le jeu en vaut la chandelle, si c'est utile de consacrer toute cette énergie à un processus qui n'aura peut-être pas un effet utile. Voilà. Ensuite, sachez que, en supposant que vous réussissiez, vous allez vous retrouver dans une situation différente. Vous ne serez plus un assistant ou une assistante haut de gamme, mais vous serez un administrateur débutant, parfois parmi de gros poissons. Donc, vous n'avez pas la certitude de profiter du rythme moyen des promotions qui est plus favorable dans les grades AST auxquels vous aurez accès. Voilà. Ensuite, réfléchissez réellement à ce que vous voulez, hein. Dites-vous bien que, alors je dis pas ça pour vous décourager, mais je vous donne tous ces avertissements-là à l'avance pour que vous les considériez et que vous en fassiez ce que vous souhaitez, hein. Mais réfléchissez bien à ce que vous voulez faire du reste de votre carrière. Certains collègues certifiés n'arrivent jamais à entrer dans le costume de l'administrateur, même après tout le processus sélectif, même après la formation, même avec la conviction qu'ils avaient de pouvoir être à la hauteur. Devenir administrateur, c'est pas seulement la chance de gagner plus et d'avancer plus vite, ce sont aussi beaucoup d'attentes et beaucoup d'exigences de la part de l'administration qui n'attend pas autant d'un AST. Et quand vous y êtes pour de bon, et ça peut être gravement déstabilisant. Donc, allez-y si vous avez bien fait vos calculs, si vous avez évalué les risques de ne pas en profiter, et si vous êtes bien convaincu que votre place est celle d'un administrateur, hein.
Et si vous avez peur de vous retrouver tout le reste de votre carrière avec le sentiment d'être un imposteur, vous pouvez arrêter maintenant parce que votre vie, risque de s'en trouver perturbée et je connais des cas réels et très, très sérieux et si vous arrêtez, c'est maintenant parce qu'y aller, c'est aller jusqu'au bout. Il y a un certain nombre de collègues qui ont été certifiés et décidé de ne rien en faire, finalement de ne pas devenir, administrateur. Ça suffisait à leur satisfaction d'avoir réussi le processus, mais le fait d'avoir été certifié, ça suffit peut-être à leur vanité, mais pensez que vous n'êtes pas tout seul et que si on vous sélectionne, c'est qu'une DG est prête à investir en vous, a des attentes et s'est engagée à vous offrir un poste, hein. L'institution dépense environ 80 000 € par tête pour chacune de ces formations. Donc si vous suivez ce parcours pour rien, et ben, vous en aurez profité et vous aurez pris la priorité à quelqu'un qui, le souhaitait ardemment. Voilà. C'est un processus compétitif, donc ne négligez pas le stress que ça risque de représenter. Passer un an entier, comme ça dans un processus où vous attendez qu'on vous sélectionne et une fois que vous aurez réussi, vous attendrez le résultat d'examens qui sont très sélectifs. C'est très lourd à porter, c'est très lourd à tenir, donc ce sera 1 année ou 2 années qui seront lourdes, donc prévenez votre partenaire, prévenez vos enfants, hein. Sachez aussi que, il y a toujours des candidats qui sont meilleurs que vous et qui savent se vendre mieux que vous et donc ça passera pas forcément en 1 an, hein. Il y a des candidats qui mettent 10 ans à être finalement, sélectionnés. Bon, votre lettre de motivation, elle est faite, vous n'y pouvez plus rien, mais relisez-la de temps en temps à l'approche des épreuves parce que sachez que c'est celle qui va vous suivre tout le temps jusqu'au panel. Ce sera peut-être la seule chose qu'on saura de vous avant de vous faire passer l'oral, hein. Donc, j'espère pour vous que votre lettre de motivation, elle est synthétique, elle est percutante, et qu'elle ne rappelle que ce qui est utile parce qu'il se peut que vous soyez un peu désavantagé par votre lettre si elle est trop bavarde, si elle n'est pas assez ciblée, assez to the point. Vous allez passer une, 1re épreuve, la plupart d'entre vous, probablement tous, de présélection. Alors ça il pourra y avoir une compétence écrite qui sera testée. Dans certains domaines où il y a un grand nombre de candidats, je pense par exemple au Centre commun de recherche, JRC, tout le monde n'est pas il y a une présélection avant qu'on arrive à une épreuve, orale. Voilà, si vous n'êtes pas sélectionné, un appel est possible. Ne rêvez pas, certains appels réussissent de l'ordre de en moyenne 2 ou 3 par an, hein. Ce sont souvent, le plus souvent, des appels pour lesquels le comité de certification observe qu'il n'y a pas de raison dans le feedback écrit de ne pas vous retenir, hein. Quelqu'un qui a c'est très bien partout, mais on est désolé, il y avait qu'un seul quota, on a pris quelqu'un de meilleur. Ça peut être votre chance, hein. Mais s'il y a une faiblesse, 2 faiblesses, 3 faiblesses qui sont enregistrées, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème. C'est pas c'est ça ne va pas vous aider. La pers la ce que le panel ne peut pas faire refaire l'évaluation de votre panel de présélection à la place de l'ADG, hein. Donc il se tiendra à observer les 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 commentaires qui ont été faits sur la grille d'évaluation et verra si il y a quelque chose s'il y a une erreur factuelle manifeste, hein, si on dit que la personne n'a pas d'expérience dans tel domaine alors que le dossier de candidature montre à l'évidence qu'il y a 3 ans d'expérience dans tel domaine, là vous aurez une chance. Mais sur la perception d'un panel que vous n'avez pas bien répondu aux questions, désolé pour vous, mais là, le paritaire de certification ne retiendra pas votre appel, hein. Soyez conscient de ça.
Au deuxième stade, c'est-à-dire au stade du panel final, celui qui sélectionne un candidat sur 2 parmi les présélectionnés, là, il n'y a pas d'appel. Donc, soit vous rentrez dans des processus d'article 90 qui sont très lourds, soit vous acceptez que les choses ne passeront pas. Quoi qu'il arrive, si vous échouez, quel que soit le stade, recherchez le feedback, hein. Ne vous imaginez pas un grand complot contre vous. Dans l'ensemble, c'est un processus qui est très régulier, enfin je parle en tout cas pour le dernier stade de panel. Il peut y avoir de temps en temps, du favoritisme, un assistant directeur général ou un assistant directeur qui aura eu une petite poussée. Bon, ce sont des choses de toute façon que vous ne pourrez pas éviter. Vous êtes dans un processus compétitif et vous ne savez pas ce que les autres ont dit pendant l'entretien. Mais en règle générale, et les DG et l'institution elle-même savent qu'elles ont tout intérêt à choisir les meilleurs candidats possibles, à présenter les meilleurs candidats possibles, ceux qui ont réellement le potentiel de devenir de bons administrateurs et par conséquent, elles ne s'amusent pas, à saquer quelqu'un juste pour le plaisir. Donc le processus dans l'ensemble, après depuis le temps que je l'observe, et que j'y participe, donc on pourrait dire que je suis juge partie, mais ma position est que, le processus est propre, il n'y a pas un grand complot contre un tel ou un tel ou un tel. En revanche, cherchez du feedback et pas seulement le feedback écrit que vous allez retenir, parce que ce feedback écrit n'est pas toujours à la hauteur. Heu, le feedback est sur un certain nombre de critères, mais il y a quelque chose d'un petit peu intangible sur lequel je vais revenir tout à l'heure et qui est en fait la chose, ce qui va réellement déterminer la le résultat et l'impression, c'est l'impression d'ensemble que vous allez donner. Je vais y revenir, hein. Si vous recherchez du feedback, si on vous donne accès à une personne qui a fait partie du panel, que ce soit du panel de présélection ou du panel final, attention, ne vous mettez jamais dans un mode de contestation et de récrimination. Pas de «Oh yes, but, yes, but», hein. Vous êtes plus là pour argumenter, vous êtes là pour comprendre. Si votre interlocuteur se sent agressé, il va se fermer, il va donner il ne va pas vous donner plus que ce qu'il y a écrit sur le papier, hein. C'est un exercice qui est délicat pour lui comme pour vous, pour elle comme pour vous, hein. Vous êtes là, à ce stade, pour comprendre ce qui n'a pas marché, ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait qui n'a pas été convaincant. Vous n'avez plus à convaincre, c'est trop tard, le train est passé, vous n'avez pas convaincu et personne ne changera d'avis. La question est maintenant pour vous de réellement comprendre, ce qui s'est passé. Ce que vous pensez de votre performance n'a aucune importance, hein. C'est peut-être dur à dire, vous pensez peut-être avoir été brillant, brillante, heu, ça n'a strictement aucune importance. Il se peut que la moitié des autres candidats aient réellement fait mieux que vous, hein, et on est souvent très mal placé pour estimer sa propre performance, hein. Donc, gardez ça à l'esprit, hein. Ce que vous pensez de votre performance, même si vous aviez une bonne impression, ça n'a ça n'a, dans la réalité, aucune espèce d'importance. Alors, que recherche-t-on chez un candidat? Alors, il y a la grille, hein, la grille officielle. Le premier critère, c'est la lettre de motivation et ce sera en réalité la motivation en général, hein, c'est-à-dire la façon dont elle ressort de votre lettre de motivation, mais aussi la façon dont vous allez l'exprimer face au panel, hein, que ce soit à la sélection, à la présélection. Le mérite, là, il est dans vos dossiers et il ressortira dans votre capacité à répondre aux questions aussi, hein. L'expérience professionnelle, même chose, c'est dans votre dossier et ce sera votre capacité
à la mettre en évidence en lien avec votre objectif de devenir administrateur, les responsabilités que vous avez exercées, même chose, hein, celles qui sont dans votre dossier, qui ont permis votre sélection ou votre même présélection, mais aussi la façon dont vous allez heu, montrer que vous êtes capable de faire preuve de responsabilité, en particulier dans le moment où on vous met dans une situation de jugement situationnel. Donc comment réagissez-vous dans telle circonstance? Comment avez-vous réagi dans telle ou telle circonstance? Et enfin, les critères la formation, c'est-à-dire, c'est un critère qui n'a pas une grosse importance dans la réalité, qui n'a pas un gros poids, soyez-en conscients, mais néanmoins, il implique un certain nombre de c'est-à-dire que si vous n'avez pas une formation académique, vous n'êtes pas éliminé d'office. On va regarder autre chose chez vous et je vais y venir. L'an dernier, en gros, 1/3, c'est de l'ordre de 1/3 des candidats qui sont présélectionnés, hein. Donc ça veut dire que, heu, s'il y a 6 candidats dans votre DG, il y aura 2 quotas. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait jouable et si ça ne marche pas la première année, il y a des chances que tôt ou tard ça fonctionne, à moins que vous n'ayez un problème particulier, un problème structurel, soit dans votre préparation, soit dans votre caractère et l'impression que vous donnez. Je vais y revenir. Au stade de la présélection, les procédures peuvent varier, hein. Vous allez apprendre que dans la DG Agri, c'est seulement un entretien et dans tel autre DG, c'est un entretien plus un examen de dossier, plus une épreuve écrite et vous allez dire: «Mais c'est pas la il y a pas d'égalité de traitement». Ça n'est pas un problème, c'est légal. Il est dit qu'il est confié la responsabilité d'organiser le processus de sélection de présélection est laissé libre aux directions générales. Il y a la DGHR qui s'assure qu'il y a une certaine homogénéité et que de toute façon, ce sont les mêmes critères qui sont utilisés, mais néanmoins, ne vous soyez pas choqués que les processus soient différents d'un endroit à l'autre. C'est comme ça, c'est légal. Quand vous atteignez le stade du panel, vous êtes interviewé par 3 personnes, heu et mais vous ne vous rendrez peut-être pas compte ou peut-être en discutant avec quelqu'un d'autre, vous vous en rendrez compte. La configuration du panel peut changer. Elle peut être présidée par le président du panel de du comité de certification ou le vice-président du comité de certification. Les personnes peuvent changer, mais dans la réalité, l'approche est la même. Les questions sont toutes sorties du même pool, et les gens passent d'un à l'autre panel pour assurer justement cette homogénéité. Ce qui doit ressortir de votre candidature et ça devra ressortir au moment des entretiens, hein, c'est que ce que vous recherchez est un changement de carrière. Que vous savez ce qu'on attend d'un administrateur et ce qu'on attend d'un administrateur, je vais vous faire une petite liste, c'est être capable de négocier, être capable de briefer votre hiérarchie, être capable de produire des argumentaires, être capable, le cas échéant, d'encadrer une équipe, de coordonner un dossier, de prendre part à la définition de la législation ou à l'élaboration d'un programme, de conseiller et de décider. Mmh. Et c'est un peu tout ça. Ce ne sera pas forcément tout ça, mais c'est un peu tout ça. Et de représenter également, hein, de représenter votre administration. Ça peut être même représenter la commission au parlement ou au conseil, hein. Donc ça n'est pas rien, hein, c'est tout un ensemble de choses où on n'attend pas exactement tout, des capacités formidables dans tous ces domaines, mais où on en entend quand même beaucoup et je reviendrai là-dessus. Le troisième élément qui doit ressortir,
premier, c'est que c'est un changement de carrière et le deuxième, c'est que vous savez ce qu'on attend d'un administrateur. Le troisième, c'est que vous avez un projet de carrière d'administrateur. C'est pas juste je veux devenir administrateur parce que je le mérite, c'est voilà ce que je veux faire en tant qu'administrateur. Dans 5 ans, je veux être à tel endroit, je veux être en train de faire ceci à la DG Agri ou à la DG Just ou Home ou hein, mais ayez une idée claire, ayez un projet à présenter. En revanche, ce qui ne doit jamais, jamais ressortir, c'est je suis déjà un administrateur dans la pratique ou je suis déjà une administratrice dans la pratique. Mes chefs sont super contents de moi, donc faites-moi justice, rendez-moi justice, nommez-moi administrateur. Ça, c'est un chiffon rouge, hein. Si vous êtes déjà administratrice, administrateur et que tout le monde est content, eh bien, vous allez rester comme ça et les choses ne vont pas changer. La deuxième chose qui ne doit pas apparaître, c'est je l'ai bien mérité après une longue carrière d'AST, une bonne carrière d'AST, d'excellent ST. La certification n'est pas une récompense et ne sera jamais une récompense. Donc, ne pensez pas les choses comme ça. La troisième chose qui compte, c'est à éviter de dire, à ce qui doit absolument jamais ressortir, c'est voilà, je fais un travail d'AD, donc je veux faire continuer la même chose. Je veux continuer à faire la même chose. Petit exemple assez typique que je reprends chaque année, l'inspecteur nucléaire à la DGNR, qui dit: «Moi, je suis inspecteur nucléaire et en tant qu'AST, je n'ai le droit d'inspecter qu'une centrale. Si j'étais AD, je pourrais avoir la responsabilité de 5 centrales». Heu, Ce sera un chiffon rouge, ce sera quelque chose qui ne vous permettrait pas de vous faire sélectionner. Donc, ne soyez conscient, il ne faut pas laisser entendre, laisser comprendre que vous voulez continuer à faire la même chose. Ce sera peut-être le cas, hein, ce sera peut-être, c'est peut-être même l'intention de votre direction générale. Faites très bien ce qui est fait, qu'il le fasse en AST, en AD, ça nous convient. C'est peut-être une chose, mais si vous voulez être sélectionné par le panel, c'est quelque chose qui ne doit en aucun cas ressortir. Un autre élément important, c'est que vous devez vous mettre en situation de demandeur, hein, pas en situation de celui ou celle qui réclame ce à quoi il ou elle prétend avoir droit, hein. Vous pouvez être assertif, vous pouvez montrer que vous êtes conscient de vos qualités, mais il faut vous montrer un minimum humble. Et il y a un très vieux malentendu qui revient année après année, c'est que certains d'entre vous font 100 de tâches AD, depuis des années et se croient sincèrement, sont persuadés qu'ils sont des administrateurs en puissance. Et c'est peut-être le cas, ou peut-être que non. Peut-être que ce ne sont pas des administrateurs accomplis, hein, parce que peut-être que depuis 5 ans, ils font des dossiers d'antifraude, ils font tel ou tel dossier, tel ou tel mais ils ne sont pas investis dans 3 ou 4 des missions qu'on attend normalement d'un administrateur: négocier, briefer, produire des argumentaires, encadrer, coordonner, représenter, prendre part à la définition de la législation, hein. Donc pensez qu'il y a pas seulement le temps que vous passez et le pourcentage de tâches AD et le temps que vous y passez, il y a aussi toute la gamme des activités qu'on attend de vous, que vous maîtrisiez, hein. En tout cas, même si vous pensez sincèrement être un administrateur accompli, hein, qui n'attend plus que la certification pour que les choses deviennent réelles du point de vue administratif et du point de vue salarial, ce n'est absolument pas le message qu'il faut faire passer. Alors,
on n'attendra pas de vous tout de suite que vous soyez capable de maîtriser toute la gamme des activités et des capacités qu'on attend d'un administrateur, mais faites comprendre, comme je vous ai dit, que vous savez ce qui est requis, que vous savez ce qui est attendu, que ça représente sans doute beaucoup, que dans ce que vous faites, vous avez des atouts et la confiance de votre service le prouve, peut-être aussi des marges de progression. Pensez-y, pensez que si jamais on vous demande où est-ce qu'il vous reste à progresser, ayez quelque chose en réserve, hein, pour pouvoir justifier que la formation vous servira. Et comment dire? Que vous avez un projet, que vous avez une ambition, ça c'est bien, que vous voulez devenir administrateur pour faire ceci, pour faire ceci. Vous pouvez dire que votre hiérarchie a identifié votre potentiel et vous a fait confiance pour vous confier des dossiers d'administrateur et que cette confiance vous encourage dans votre projet. Voilà, quelque chose qui reste humble, qui ne dit pas: Je suis un administrateur qui n'attend plus que la le coup de tampon pour passer dans la vraie catégorie qui est la mienne et depuis toujours. Restez humble, dites: «J'ai ce projet, j'ai cette ambition, je pense avoir les qualités, l'administration, ma hiérarchie a identifié ces qualités et m'a fait confiance et me confie ces dossiers-là et ça me conforte dans mon ambition». Maintenant, vous allez devoir parler de choses, comment dire? L'oral, le panel de certification et même à certains égards le panel de présélection est en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie un exercice de communication. Ce qui veut dire que vous êtes autorisé à mentir. Vous pouvez avoir un projet qui est de rester dans votre DG et de faire exactement ce que vous faites à l'heure actuelle. Et c'est tout à fait respectable, tout à fait louable et c'est peut-être ce que votre DG attend de vous aussi et tout le monde sera content le jour où vous serez certifié. Mais si vous voulez passer l'étape du panel de certification, il va falloir élaborer un projet qui sera différent. Parce que personne ne viendra derrière vérifier si les engagements que vous avez pris devant le panel seront respectés, hein. Personne ne viendra voir, donc vous reprocher d'avoir changé d'avis ou de ne pas avoir été totalement sincère, hein. Donc, pensez qu'il y a un certain nombre de messages à passer et même il y a un certain nombre de messages à passer qui sont différents entre les 2 entretiens, celui du panel de présélection et celui du panel de sélection. Pour le panel de présélection, la question qui se pose à votre DG, c'est: «Est-ce que ce collègue servira la DG?» Hein. Donc quand on vous demande vos ambitions, c'est pas nécessairement utile d'aller dire que, bah, vous voulez partir très vite, hein, que vous vous voyez, heu, chef d'unité à la DG Just si vous êtes à la DG Home, hein, dans 5 ans ou dans 10 ans, hein. Quand vous parlez à votre DG, votre projet est dans votre DG. Mais je dirais au contraire, quand vous parlez au panel, le panel ne cherche pas à voir si vous allez être utile à votre DG, le panel cherche si vous êtes un bon investissement pour l'institution et en particulier, si vous n'êtes pas quelqu'un qui veut justement le more of the same dont je vous ai parlé. Donc là, votre projet, vous pouvez dire que vous voyez, après la certification, quelques années nécessairement dans la DG qui vous a fait confiance, mais après je me vois ici, je me vois ailleurs, hein. Essayez de montrer que vous avez envie de voyager, même si c'est pas la réalité. Alors, comme je vous l'ai dit, donc le premier entretien, le 1er processus de présélection, il peut prendre plusieurs formes: oral, court ou long, écrit, tout ça.
L'idée, c'est de convaincre votre DG d'investir en vous, hein, donc projet plutôt sédentaire. L'exercice du panel, lui, donc la deuxième étape, est un exercice qui est très, très cadré. Il y a 3 personnes en face de vous. C'est un exercice qui est très, très court. Ça passera très, très, très vite. Donc vous avez très peu de temps pour faire la différence et pour faire une très bonne impression, hein. Alors 3 personnes plus le secrétariat. Les questions, en théorie, doivent amener à remplir la grille d'évaluation, hein, les critères, ce dont je vous ai parlé, hein, qui sont dans les informations administratives, qui sont les critères de sélection qui sont dans le statut, en fait, dans les ouais. Alors là, attendez-vous à 4 ou 5 questions, chacune correspondant peu ou prou à ces critères, hein. Le premier élément sera un élément de motivation. Comment voyez-vous peut-être la différence entre un AST et un AD? Et là, vous devez, heu, même sur une question comme ça, vous devez, d'une manière ou d'une autre, laisser transparaître votre, motivation, mmh. Hein, alors si on vous demande comment vous voyez la différence entre AST et AD, vous pouvez peut-être donner la réponse du statut, tâche de conception et d'élaboration plutôt que tâche de ça n'ira pas suffisamment loin, il faut avoir réfléchi un petit peu plus, hein. Il y aura un élément, alors, ce ne sera pas nécessairement cette question-là pour la motivation, ça peut être: qu'est-ce qui vous qualifie et vous motive pour devenir administrateur? Hein, ça peut être: faites-vous une liste de 10 questions possibles autour de votre projet, votre, votre, votre motivation, hein, et puis vous la préparez. Ce sont des questions toujours auxquelles il faut se préparer à répondre en 3 ou 4 minutes, hein, pas plus. Il y aura, d'une manière ou d'une autre, une forme de mise en situation pour tester si vous avez les réflexes d'administrateur, hein. Si vous êtes capable à la fois d'autonomie, hein, si vous êtes capable de prendre des orientations si nécessaire, réellement de prendre des décisions, plutôt que de dire: «Oh là non, je ne vais pas pouvoir, oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Hein? Si vous êtes capable de prendre de l'initiative, ça c'est un réflexe d'administrateur que l'on recherche, et c'est un réflexe qui doit aussi avoir des limites, qui doit avoir un cadre. Vous avez une hiérarchie au-dessus de vous, c'est pas parce qu'on devient administrateur qu'on peut tout faire, tout décider. Donc la question, ou en tout cas la réponse que vous devrez donner, devra montrer à la fois que vous êtes capable d'être autonome, de faire ce qu'on attend de vous, et aussi que vous connaissez vos limites, hein. Heu, Donnez-moi une expérience où vous avez dû faire ceci, où vous avez dû faire cela. Pensez à quelque chose, heu, un exemple où vous aurez fait preuve d'initiative, mais en même temps où vous aurez fait valider votre idée, hein. Heu, Donnez-nous un moment où vous vous êtes retrouvé en désaccord complet avec votre hiérarchie. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai conseillé ma hiérarchie, j'ai insisté par écrit, et puis quand mon chef m'a dit: «Oui, mais c'est comme ça et il y a un certain nombre d'éléments politiques qui rentrent en ligne de compte qui font que je ne prendrai pas cette décision-là que tu me proposes», eh bien, j'ai accepté parce que chaîne de commandement, heu, l'administrateur doit aussi obéir à sa hiérarchie. Donc, à la fois une situation, pensez à des situations où vous pourrez faire ressortir votre compréhension du cadre, où vous êtes, quelles sont vos limites, et en même temps votre capacité d'autonomie, votre capacité d'initiative. Il y aura aussi une question sur la formation. Alors là, il y a 3 ou 4 questions possibles. Soit ce sera sur la formation à venir. En quoi va-t-elle, la formation de la certification? Là, il faut que vous sachiez exactement le programme de la certification pour être capable de répondre si on vous le demande.
En quoi la formation à la certification vous sera-t-elle utile? Quelle capacité va-t-elle permettre de développer chez vous qui ne l'est pas encore suffisamment, hein? Donc réfléchissez à tout ça, heu, ou au contraire, heu, si on vous demande quel élément de votre formation, que ce soit académique, que ce soit par le passé, que ce soit les formations professionnelles, les formations suivies pendant votre parcours d'assistant ou d'assistante. Qu'est-ce qui vous a préparé à devenir administrateur? Et là, vous choisissez, vous racontez pas votre vie, vous choisissez, préparez à l'avance, vous y pensez à l'avance évidemment, quels sont les éléments les plus parlants, mais surtout pensez à expliquer en quoi ça vous sera utile dans votre travail d'administrateur, hein. J'ai fait, 3 ans d'université, ça m'a permis d'apprendre à écrire, ça m'a permis d'apprendre à développer mon esprit critique ou mes capacités d'analyse ou mes capacités de synthèse, mais la réponse évidemment doit être en lien avec votre projet. La dernière question, celle qui finit, doit être capable de doit permettre au panel de déterminer réellement votre compréhension des problématiques européennes aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, vous pouvez dire: «Oui, c'est pas un critère», hein, ça n'est pas un critère. Mais dans la réalité, c'est une question qui est souvent déterminante. C'est-à-dire, elle veut une question qui vise à déterminer, à montrer votre hauteur de vue, votre perception des enjeux, hein. Donc ce sera une question sur une thématique, selon toute probabilité, liée à l'actualité européenne, hein. Donc, regardez ce qui s'est passé dans la dernière année, regardiez, regardez les thèmes qui sont venus, vous pouvez redescendre jusqu'au Green Deal et la façon dont il est détricoté aujourd'hui, heu les priorités de la commission, évidemment, ça, oui, il faut absolument que vous les connaissiez. Je vous conseillerais d'accéder à Politico, par exemple, et de vous mettre dans cette ambiance-là pendant les mois qui précéderont les entretiens pour bien pour bien vous baigner dans les problématiques européennes, hein, et pour montrer que vous êtes capable de les dominer suffisamment, d'avoir, oui, une hauteur de vue, une compréhension des enjeux. Ce que le panel ne veut pas, c'est une conversation de café du commerce, hein, de niveau cafétéria, niveau, oui, café du commerce, dans le sens, heu, d'un administrateur, on attend un niveau de compréhension, un niveau de perception des enjeux, et ça doit réellement ressortir dans votre performance, dans votre réponse. Alors, vous allez peut-être, sur l'une ou l'autre des questions, vous retrouver désarmé. Vous savez pas. Dans ces situations-là, mon conseil, c'est de ne pas baratiner, de ne pas parler, parler, parler pour remplir l'espace. C'est peut-être très très difficile le silence. Mais si vous ne savez pas, n'essayez pas de faire croire que vous savez, hein. Il y a en face de vous des gens qui ont déjà entendu plein de réponses, plein de bonnes réponses à cette question, qui savent quoi attendre, et si vous baratinez, si vous racontez un peu n'importe quoi, vous creusez votre tombe. Vous préparez à l'échec. Alors que vous pouvez très bien dire: «C'est difficile, mais c'est un signe de maturité. Je ne crois pas avoir beaucoup d'éléments de réponse à vous apporter. Intuitivement, je vois ceci, mais ça ne va pas très loin», hein. Si vous consacrez 30 secondes à répondre ça,
Vous vous donnez une chance qu'on vous tende une perche. Qu'on vous dise: «Pensez par exemple à ça». «Ah oui», hein, et puis là, ça revient parce que c'était un trou noir, vous étiez perdu, vous pataugez et hein, le panel n'est pas hostile. Le panel, il veut juste voir ce que vous avez dans le ventre, si vous avez l'étoffe d'un administrateur et si vous avez l'honnêteté de répondre: «J'ai pas beaucoup d'éléments pour vous répondre», ce sera perçu comme au moins une honnêteté intellectuelle, hein, quelqu'un qui admet qu'il ne sait pas. C'est plutôt bien, hein. Alors, faut pas que ce soit comme ça à toutes les questions, mais s'il y a une question qui est un peu ratée, mais que vous laissez l'occasion au panel de vous tendre une perche, hein, de vous dire: «Voilà ce que vous» pensez par exemple à ça. «Ah oui», hein, et puis là vous pouvez partir. Deuxième conseil, très, très important, écoutez la question et écoutez clairement la question. Un panel sur 2, un entretien sur 2. Nous avons des candidats qui ne répondent pas clairement à la question, qui vont ailleurs, qui commencent et puis qui s'en vont sur une autre piste, parce qu'ils ont sur une étagère, ils ont un argument là qui paraît intéressant ou quelque chose qu'ils savent et qu'ils ont envie de dire, qui n'a pas nécessairement de lien avec la question, hein. Pensez à la question et pensez à la question complète. Écoutez-la jusqu'au bout, hein. Une question, c'est pas seulement un mot-clé, c'est, hein, c'est sujet, verbe, complément, point d'interrogation. C'est qu'est-ce que cette situation veut dire pour la commission? Et si c'est pour la commission, vous pensez à la commission. Pas le conseil, c'est pas le parlement, c'est pas les autres parties prenantes, c'est pas les citoyens, et cetera. C'est pour la commission, hein. Donc écoutez bien les questions jusqu'au bout parce que il y a réellement beaucoup, beaucoup de candidats à qui le panel va reprocher son manque d'écoute, de ne pas avoir soit bien écouté à la question, soit bien répondu à la question, dans le sens en essayant d'aller ailleurs, hein, en obliquant, en passant dans le hors sujet. Beaucoup de collègues échouent au panel, heu, parce que, ou ceux qui échouent au panel souvent sont des collègues dont l'appréciation est qu'ils donnent l'impression de ne pas avoir écouté la question. Donc je vous ai dit, vous devez savoir parfaitement en quoi consiste la formation, ça c'est important, hein, être capable de dire, si on vous demande, quel élément de l'information sera important pour vous, va vous va vous permettre de progresser, ben, vous pouvez dire, heu, parler en public parce que j'ai pas trop l'habitude de parler en public, mon administration, ma hiérarchie me fait confiance pour mes capacités d'analyse, mais je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de le faire. Ou la négociation, hein. Ce genre de situation, soyez tout de suite prêt à répondre, mais sur la base de votre connaissance de ce que consiste la formation. Préparez les questions, mais préparez-les même suffisamment pour que votre réponse sonne naturelle et que donne pas l'impression que vous êtes en train de lire un texte, de vous êtes en train de réciter par cœur quelque chose que vous avez appris. Ça doit être vous devez avoir dans l'idée un certain nombre de mots-clés qui apparaissent quand on vous pose une question et pensez à préparer une réponse. Et dans les 10 secondes qui vont passer entre le moment où on vous la pose et le moment où vous allez commencer à répondre, pensez à comment vous allez structurer votre réponse, hein. Il faut à la fois qu'elle sonne structurée, premièrement, deuxièmement, troisièmement, en conclusion, chose comme ça, hein. Ça peut être premièrement, deuxièmement et en conclusion. Mais il faut réellement que vous donniez l'impression de répondre naturellement, mais d'une manière structurée. En évitant donc en donnant une impression de spontanéité et en évitant une impression de par cœur. Et ça ne vient qu'avec une grosse préparation, hein. Maintenant, je vous ai dit, votre impression suite au panel n'a aucune importance. Vous pouvez penser: «J'ai bien répondu à 4 questions et demie sur 5 et donc ça ira». Mais en fait, c'est peut-être vrai et peut-être que ça n'ira pas.
Parce que le panel est sensible à beaucoup d'autres choses que la réponse à votre question. Il va y avoir la qualité de votre expression, hein, la profondeur de votre analyse, votre capacité à nuancer. Si vous avez un truc tchac, tchac, noir et blanc, peut-être que ça ne sera pas perçu trop favorablement. Votre hauteur de vue, votre assertivité, si vous êtes très timide et vous parlez d'une petite voix et ben, la directrice ou le directeur qui préside le panel va se dire: «Oh là là, c'est pas quelqu'un que je pourrais envoyer au panel, au parlement ou au conseil négocier, il va se faire écraser le 1er jour par un parlementaire». Donc votre assertivité ou au contraire votre arrogance, hein. Si vous êtes très bavard, si vous parlez fort et si vous prenez tout l'oxygène dans la pièce, ça peut être un problème, hein. Ne prenez pas tout l'oxygène dans la pièce, sachez vous exprimer avec un certain calme, avec un certain niveau sonore, heu et ne montrez pas non plus une forme de oui, d'arrogance, trop de sûreté de soi. On peut être conscient de cette qualité et le faire ressortir sans donner une impression de mépris vis-à-vis du panel. Il faut être humble, il faut être en situation de demandeur. Voilà, un dernier élément, un élément, vous allez peut-être pas savoir quoi en faire, mais ça reste quelque chose d'important. Au niveau du panel, ce que le panel attend, même si c'est officiellement que quelqu'un remplisse correctement les 5 critères, ce qui est attendu, c'est une réponse unanime à la question: «Est-ce que cette personne a l'étoffe d'un administrateur ou d'administratrice?» Vous allez pouvoir vous dire: «C'est subjectif, ce qui est dans la tête de l'un n'est pas dans la tête de l'autre» et cetera. Mais déjà, c'est un processus consensuel de 3 personnes, hein, qui a déjà été validé auparavant par votre DG, mais c'est un processus consensuel et dites-vous, le représentant de l'administration, il y a 3 personnes, un président, un représentant du personnel et un représentant de l'administration. Le président est un directeur, hein, donc c'est un manager, c'est quelqu'un qui connaît les personnes. Du côté de l'administration, ce sont souvent des chefs d'unité ou chefs d'unité adjoints ou chefs de département dans une agence, des gens qui sont aussi souvent des middle managers et eux vont se dire: «Est-ce que je prendrais cette personne dans mon unité? Est-ce que je ferais confiance à cette personne? Est-ce que j'aurais envie de la recruter? Est-ce que je serais capable de l'envoyer négocier avec les autres DG dans un groupe de travail? Est-ce que je serais capable de l'envoyer parler au conseil? Est-ce que je serais capable de l'envoyer au parlement? Est-ce que je serais capable de lui confier un briefing pour le commissaire?» Voilà la question que se pose. Est-ce que c'est quelqu'un à qui je pourrais faire confiance pour confier plusieurs missions d'administrateur? C'est ça la réalité de ce que recherchent les membres du panel au moment de votre entretien. Donc ce sera un gut feeling, ce sera une impression d'ensemble, hein, qui se traduira par des commentaires, sur les critères qui seront souvent tout à fait sincères, même si ça vous blesse, même si ça vous heurte, même si ça cause une blessure narcissique. Souvent, très souvent, la plupart du temps, heu, le panel se donne du mal pour répondre réellement à quelles ont été ses vues, au regard des critères, mais néanmoins l'impression générale, vous ne l'aurez peut-être pas et c'est ça que vous devez aller chercher, c'est ça que vous devez aller comprendre en recherchant du feedback. Ce sont les éléments supplémentaires qui ne sont pas dans la grille et qu'il faut arriver à faire, dire par les personnes, que vous interrogerez et c'est là qu'on vous dira: «Oui, en plus de ça, on a vraiment eu l'impression que vous preniez tout l'oxygène dans la pièce» ou au contraire: «En plus de ça,
on vous a trouvé très timide, très en retrait, et ça n'a pas produit une bonne impression. C'est ce genre de choses, le message qu'il va falloir aller chercher parce que c'est là-dessus que vous allez devoir travailler la fois suivante. Voilà. Pour ma part, j'ai terminé de vous passer les messages importants que je comptais vous vous faire passer. Mais maintenant, c'est l'heure pour vous des questions et vous pouvez les formuler en français ou en anglais, il y a aucun problème pour moi. Et n'hésitez pas, le temps désolé, on est en retard, donc le temps a passé un petit peu, donc heu, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, donc ne traînez pas à commencer. Personne? Je vous ai assommé? Vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez. Bon, ben, je vais vous renvoyer au travail si personne ne veut être le premier ou la Yes. première à prendre Hi, la I parole. have a question. Sure? It's Constantina. So you mentioned at some point, oui, vous avez mentionné à un certain point que c'est important la qualité d'expression, la capacité de nuancer, assertivité, au contraire de l'arrogance. Vous avez mentionné encore deux éléments en fait avant. Si vous pourriez répéter, si vous avez ça. Bah, pas être trop timide, ça certainement, hein, donc Oui, oui, ça c'est dans l'assertivité, qu'est-ce que oui. j'ai pu vous dire? C'est entre la qualité d'expression et la capacité de nuancer. C'est genre, j'ai perdu les Oui, deux points, oui. oui, Les bah, la deux hauteur de éléments. vue et Ah oui, hauteur de vue, la oui. hauteur de vue, la capacité de percevoir les enjeux d'une question, les enjeux d'une Oui, problématique. La guerre en Ukraine, quels sont les enjeux pour l'Union européenne? Quels sont mmh, ok. ce genre de choses. Ça, Oui, c'est ok. important. La helicopter view pour les Oui, ok. anglophones. Merci beaucoup. Big picture. Merci. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. J'aurais peut-être une question. Oui. Myrtle, la formation se fait en français et en anglais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence, pas par rapport au contenu, mais dans la sélection? Est-ce qu'il y a une priorité pour les anglophones? Non, Ou est-ce qu'il y a une limite, par non, exemple, on dit non? non. Ça n'a aucune espèce d'importance. On ne prête pas on ne prête pas attention aux langues maîtrisées par les candidats, on ne prête pas attention au genre des candidats et on ne prête pas attention à l'âge des candidats. Il se trouve que, statistiquement, les candidats de fin de carrière, AST8, AST9, ont un taux de succès, de sélection et de succès qui n'est pas aussi fort que les AST5 et les AST6. Ah, C'est pas pour décourager, et il y a aucun caractère de discrimination dans le processus. On s'est toujours demandé d'où ça venait et l'explication qui vient en général, heu, c'est que, bon, il peut y avoir comment dire? Une certaine énergie chez les plus jeunes qui donne qui confère une bonne impression au candidat. Il peut y avoir des difficultés pour un candidat, âgé d'être convaincant sur un nouveau projet de carrière. Parce que s'il vous reste 3 ans à faire dans l'institution, c'est difficile de parler de projet de carrière, hein. Et un effet, et je veux pas être insultant pour les collègues qui sont à ST8 ou à ST9, mais au fil des années,
il y a déjà eu beaucoup de gens qui seraient aujourd'hui à ST8 et à ST9 qui ont été déjà sélectionnés. Donc les tout meilleurs ne sont plus là, alors que dans le paquet des AST5, des AST6, les tout meilleurs sont encore là. Donc ce sont souvent, c'est notre explication, ou en tout cas mon explication intuitive de ce processus. Mais personne ne fait jamais attention à l'âge d'un candidat, au genre d'un candidat, au langage qu'il a choisi. Jamais. Ok, merci. Je vous en prie. Hello, Olivia. This is Juan. No, I don't have a question as such. I just wanted to thank you for what I find an excellent webinar, because I've attended many other certification webinars, and most of them they focus on the process and the deadlines, and that's something that we already know. But you have focused on you have an insider, let's say, insight of the process. You've been very frank, and you focused on giving advice on how we can make a difference, which I think that's the whole point. How to make a difference. It's 300 people fighting for 50 seats. So how to reply, how to react, how to approach the whole thing. So thank you very much. I really appreciate it. Thank you. Thank you very much for the compliment. Any other? One last question. Vous avez dit, pardon, donc une personne du panel, c'est le président, une autre qui est un directeur, une personne de la... Non, Non, le panel est composé d'un président qui est un directeur ou une oui, directrice. oui, La deuxième personne est un représentant de l'administration, qui est souvent un oui, middle manager. oui. Et la troisième personne est un représentant du personnel. Ah, ok, Par d'accord. exemple, ça peut être moi. Soyez pas surpris. Oui, ok, Je vous vois pas là, les caméras sont éteintes, donc de toute façon, je vous reconnaîtrai pas et oui. je prêterai pas attention aux gens, qui sont inscrits au séminaire ou pas, ou qui sont adhérents à mon syndicat ou pas. Ça ne joue aucun rôle, mais soyez pas surpris si vous me voyez. Et l'entretien dure combien de temps, plus ou moins, avec le 15 minutes. panel? 15 15 minutes. minutes, ok. C'est très, très, très court. Pour 4-5 questions. Ouais. Donc calibrez vos questions, calibrez vos réponses. Oui, ok, merci. Très bien. S'il y a plus de dernières questions, je vais vous dire au revoir. Sorry, I just put a question in chat, but perhaps you don't see it because this is happening when you present. I would have a question. If we change the DG before the pre-selection interview, how does this impact the impression that we might have on the members of the pre-selection panel? So, which means you are invited by your former Directorate General to a pre-selection. Exactly. That might not go down very positively if, I mean, are they willing to invest in you if you've already left them? But what about having a broad image or The broad picture is at the panel level. no, from the perspective of the candidate, trying to prove themselves of being worthy, being able to transfer their qualities to another DG, being conscient that they want to come back to the DG where they already have very well performed. Then you will have to convince them of that. That's my plan is to come back to you after having gathered experience in another DG. But in that you really need to be convincing that that you can be an investment and not a lost cause. Yeah. Yes, Pardon? I understand. Thank you. J'ai une question similaire. Hein. Si on change d'institution carrément entre l'entretien de présélection et celle du panel, est-ce que ça met en péril? Je pense, oui. Ouais. Je pense. Je vois pas comment la commission va sélectionner quelqu'un qui, en fin de compte, est au conseil.
vous entrez dans le pool du conseil à ce moment. Évitez ce genre de mobilité, enfin, si je puis m'exprimer oui. ainsi, évitez ce genre de mobilité dans les moments un peu chauds, dans les moments de cette nature-là. Exactement. Si vous voulez conserver des chances. C'est comme, en règle générale, partez après la promotion, pas avant. Oui. Hein, Donc, une fois qu'on aura réussi en fait la certification, il vaut mieux rester à sa place oui, dans la DG et après bouger. Oui, oui, ou même après avoir reçu un poste d'administrateur. exactement. Oui, ok, très bien, merci. Je vous en prie. Encore? Fini? Bien, ben, je vais vous souhaiter un bon week-end en vous souhaitant beaucoup de réussite. J'espère vous voir. Je ne serai pas là à tous les entretiens du panel, mais j'en fais en général une quinzaine, une dizaine. Donc, j'espère vous voir aller le plus loin possible. Et puis, ben, si ça ne marche pas, vous pouvez revenir l'année prochaine et me poser d'autres questions. Très bien. Au revoir à tous. Au Merci revoir, beaucoup. Monsieur Hein. Au revoir. Leduc. Et Merci donc, beaucoup. Merci ben, merci beaucoup. d'être venu. Puis Bonne merci à l'Union après-midi. syndicale d'avoir organisé cette formation.